et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 8. Le titre générique, vous le connaissez, c'est L'humain d'abord, très beau titre, je trouve. Et le sujet de cette chronique 8, eh bien, ça va être l'ouverture de l'Odyssée en 1992. Nous sommes dans une période de fermeture de l'Odyssée, la salle est vide, vous le voyez derrière moi, et nous sommes en train de nous préparer à une réouverture quand le gouvernement aura fixé la date, en espérant que ce sera une date unique pour toutes les salles de cinéma, quelle que soit la colorisation du département dans lequel ces salles se trouvent. Alors c'est intéressant de faire un retour en arrière et peut-être qu'il y a des leçons, il y a assurément des leçons dont il convient de se souvenir. L'Odyssée rouvre le 24 septembre 1992. C'est un projet qui a commencé à être élaboré par l'équipe des RCA à partir de 1988, 87, 88 même. En 1988, un ami de classe, Norbert Angel, un ami de classe à l'université en philosophie, que j'avais perdu de vue d'ailleurs, entend parler de ce projet. Nous nous rencontrons, on lui explique les tenants et les aboutissants de ce projet, il le trouve intéressant, il arrive à le faire intégrer dans le programme électoral d'une jeune candidate qui s'appelle Catherine Trautmann, et c'est contre toute attente, d'une certaine manière, eh bien, l'équipe de Catherine Trautmann qui gagne les élections municipales en mars 1989. Première surprise. Deuxième surprise, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Eh bien, la nouvelle équipe en place, décide de concrétiser ce projet. Et immédiatement, ce projet rencontre deux oppositions, deux sources de polémique. La première, je le dirais, c'est certains milieux, passez-moi l'expression, mais cultureux cinéphiliques de Strasbourg, qu'on avait pourtant contacté, qui n'avaient pas cru dans ce projet, qui considéraient très fou. Et je n'oublierai jamais la remarque qu'une personne, dont je tairai le nom par charité, m'avait faite en 1988. On avait dit, voilà, il faut qu'il y ait un cinéma qui soit alternatif, qui ait un café-bar, qui ait une bibliothèque, qui ait deux salles. On m'avait dit, mais pourquoi pas une piscine pendant que tu y es? L'Odyssée n'a pas coulé et s'apprête à fêter son 28e anniversaire le 24 septembre 2020, en espérant qu'à cette date, nous aurons réouvert. Et la deuxième polémique, c'est une polémique qui est venue des exploitants de cinéma de l'époque qui avaient, je dois le dire, une position qui était plutôt malthusianiste. Ils pensaient que, et c'est vrai qu'à l'époque, la fréquentation des salles de cinéma était stagnante, disons, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, ils pensaient que s'il y avait une salle supplémentaire, eh bien forcément, les tranches du gâteau auraient été plus petites. Or, premièrement, le cinéma, c'est pas un fromage ou un gâteau, comme vous voudrez, et que, deuxièmement, il faut avoir une vision qui n'est pas malthusianiste, mais qui est plutôt dynamique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on stimule l'offre, eh bien, la demande finit par suivre. Car, comme je vous l'ai déjà dit, le modèle de l'Odyssée, c'est le cinéma autrement. On ne doit pas dépendre uniquement du marché, c'est très bien qu'il y ait un marché cinématographique et un marché en général, mais en marge de ce marché, on peut expérimenter des formules complémentaires. Et c'est sur l'offre qu'il faut jouer, en espérant que la demande suive. Parce que si l'offre est uniquement adaptée à une demande qu'on a calibrée, eh bien, j'avais évoqué ça dans une chronique précédente, eh bien, ça crée des déséquilibres, des situations de monopole, et ça réduit la diversité des films que le public est en capacité de voir, films que pourtant il a le droit de voir, sans être limité au visionnement de films qui sont considérés comme rentables. Alors,
Je voudrais juste faire une allusion au passage à ce que disait un précédent président, le président Sarkozy, pour ne pas le nommer, qui disait que si les films américains, il y a beaucoup de gens qui vont les voir, c'est parce qu'ils sont meilleurs. C'est faux, faux et archi faux. Si les gens vont voir des films plutôt que d'autres, c'est parce qu'on les a habitués à voir ces films. Prenons un exemple. Un film américain, un blockbuster, comme on dit, une grosse production, dont le coût de fabrication, de production, est en moyenne de l'ordre, depuis 1996, de l'ordre de 67 à 68 millions de dollars, alors que le coût moyen de production d'un film en France, il est de, disons, à peu près, même un peu moins, de 5 millions d'euros. Donc il y a un gros désavantage. Ensuite, le marché français, mais tous les marchés dans le monde, sauf dans quelques pays comme l'Inde, eh bien, tous les marchés sont inondés par des films américains qui ont amorti leurs frais de sortie sur leur marché national, sur leur territoire, et qui, sur la base des marges bénéficiaires qu'ils ont dégagées, se lancent à l'assaut de la conquête des marchés extérieurs, en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, j'en passe, et des meilleurs. Eh bien, ces films-là, bien sûr, ils sont dans une concurrence déséquilibrée avec le film français qui a une vocation ou qui a une prétention à être grand public, parce que d'un côté, vous avez un film qui a déjà amorti tous ses frais, le film hollywoodien, dirons-nous, pour utiliser une formulation commode, et en face, vous avez un film français à vocation commerciale, ou allemand, ou italien, ou espagnol, qui n'a pas les mêmes moyens de promotion, parce qu'il n'a pas encore amorti, qu'il cherche à amortir. Et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de pays où la production nationale soit majoritaire en termes de fréquentation cinématographique. Et il faut le dire aussi, quels sont les pays où c'est les États-Unis, bien sûr, à 93%, c'est les films américains. L'Inde, à plus de 98%, mais c'est un cas particulier, l'Inde. Il y a depuis peu la Chine, il y a la Corée du Sud, et puis il y a la Turquie, où probablement à cause de la guerre en Irak, une opinion publique de droite comme de gauche qui est de plus en plus réticente ou méfiante par rapport notamment aux films d'action et de guerre que le cinéma américain a l'habitude de faire. Je vais vous donner un exemple qui est celui de la Corée du Sud. En 2006, en Corée du Sud, eh bien, il y a une négociation dans le cadre de l'OMC. La Corée veut exporter plus de voitures aux États-Unis et ils sont sur le point de signer un accord avec les États-Unis. Au dernier moment, les Américains disent « Ah, juste un instant, s'il vous plaît, nous constatons que vous avez une loi sur les quotas de films montrés dans les salles de cinéma sud-coréennes. Si vous ne changez pas cette loi, on ne pourra pas accepter de signer cet accord de libre commerce entre deux voitures, entre les États-Unis et la Corée du Sud. Et la Corée du Sud est obligée de modifier cette loi. J'y reviendrai dans une prochaine chronique, mais que personne ne croit qu'il y a un libre fonctionnement spontané sur uniquement la volonté dégagée, souriante, confiante, harmonieuse de la demande qui régule l'offre. C'est une concurrence dans laquelle il y a des coûts qui sont portés pour amoindrir l'attractivité du concurrent et accroître ses chances d'occuper des parts de marché de plus en plus importantes. Alors, nous avons élaboré un projet à l'Odyssée en disant nous sommes radicalement, je reviens à 1992, nous sommes radicalement en dehors du circuit de la concurrence de l'exploitation cinématographique. Nous avons à l'époque rédigé un cahier des charges qui était adapté aux conditions spécifiques de 1992 avec toute une série de contraintes pour ne pas concurrencer le secteur privé commercial, qu'il soit commercial grand public ou qu'il soit commercial arrêt essai. Et nous avons fixé des objectifs de montrer plutôt des films différents, parce que nous avons pensé qu'à partir du moment où il y a une offre, eh bien, il y a possibilité de
faire pression amicale, mais influence, disons, faire pression d'influence sur la demande, et que cela justifiait une contribution, une subvention de soutien, parce que c'est les citoyens qui ont droit à accéder au plus large éventail possible de la création cinématographique, quand on sait qu'à l'époque, et aujourd'hui c'est malheureusement le cas aussi, et c'est ce monopole qui est contestable, je pense, mais ce n'est pas le fait que ce soit des films américains qui exercent ce monopole, parce qu'il y en a des géniaux, formidables, vous le voyez dans nos suggestions d'ailleurs. Eh bien, nous disions qu'il faut qu'il y ait une possibilité d'habituer, de former le public à acquérir le sens de la curiosité, de la découverte, et de voir d'autres films que les films standardisés que le marché avait tendance à imposer. C'était une façon de compenser, si vous voulez, les déséquilibres engendrés par un soi-disant libre fonctionnement du marché. Et donc, il est important qu'il y ait une offre, qu'il y ait un soutien, que l'argent public intervienne pour corriger les déséquilibres engendrés par le marché. Et en même temps, il fallait évidemment une dose de réalisme, parce que la polémique qu'on a eue avec un certain nombre de milieux de réseaux cinéphiles un peu aigres, ce qu'ils disaient, bon, maintenant qu'il y a un lieu comme l'Odyssée, eh ben on va charger la barque. Le problème, c'est que l'Odyssée n'était pas conçue comme un cinéma municipal avec des salaires garantis, un directeur fonctionnaire municipal, avec parce que ça coûterait très cher pour la collectivité territoriale, évidemment. Et que l'Odyssée était gérée dans le cadre d'une structure associative à but non lucratif, avec un soutien et à charge pour cette association de trouver les financements complémentaires. Je vous l'ai dit, la ville, à l'époque, mettait moins de 200 000 € de subvention pour avoir un chiffre d'affaires de 700 000 €. Aujourd'hui, on donne un peu plus de subventions parce que les conditions sont plus difficiles, mais c'est un investissement qui génère un chiffre d'affaires et qui génère de l'emploi. Alors, on voulait qu'on fasse 1000 choses, en somme, et nous étions obligés de dire, très bien, mais si vous ne mettez dans la 2 chevaux, vous voyez, on est modeste, si vous ne mettez dans le réservoir de la 2 chevaux que 10 litres, vous ne pouvez pas attendre que la 2 chevaux parcourt plus de 10 000 km et fasse le tour de la circonférence du monde à partir de l'équateur. Si vous ne lui donnez que 20 litres, il ne pourra faire qu'une trajectoire, qu'un parcours qui sera forcément limité. Il y a une très belle expression que j'ai apprise de István Szabó, remarquable réalisateur hongrois, qui citait un poète hongrois, de l'Empire austro-hongrois, pour être précis, mais hongrois, qui disait « J'écris des poèmes en fonction de la grandeur du papier que l'on me donne ». Eh bien, nous avons construit un modèle économique en fonction de l'enveloppe budgétaire qu'on nous a donnée, et c'est la raison pour laquelle nous étions pour faire en sorte que, d'abord, on ait des activités qui arrivent à se financer par le développement même de ces activités, de leur propre activité, par elles-mêmes en quelque sorte, et que sur la base des éventuels moyens dégagés, en supplément, eh bien, on puisse faire des prises de risques, même en sachant que ça ne générerait aucune recette, qui nous permettrait d'élargir cette réalité de prise en considération du principe de réel, si vous voulez, des contraintes économiques. Elle est plus que jamais à l'ordre du jour, et je vous en reparlerai dans une prochaine chronique. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne de YouTube de l'Odyssée. Je vous invite à prendre soin de vous, à pratiquer la distanciation physique, à pratiquer la proximité cinéphile et surtout, à exercer votre vigilance démocratique pour ne devenir
ni des gens infantilisés, ni encore moins des esclaves consentants, et d'exercer toujours, partout, un regard et une gymnastique du regard qui soit affranchis du poids de tous les préjugés. C'est en tout cas notre objectif à l'Odyssée, et c'est ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, et ce que nous espérons pouvoir refaire le jour de la réouverture, grâce à qui? Grâce à l'appui de notre fidèle public, de spectatrices et de spectateurs. À très bientôt, merci, au revoir.